Bienvenue dans mon podcast Nos émotions, nos pensées et si la véritable évolution était émotionnelle. Une émotion en soi, ça ne pense pas, mais une émotion, ça influence quand même pas mal les pensées. Dans les différents épisodes de ce podcast, je vous invite à comprendre comment nos émotions vont diriger nos pensées, nos décisions et même notre vie tout entière. Et si la véritable évolution était émotionnelle et nous ouvrait la voie du courage, de la persévérance, de la tranquillité, de la joie et de la paix, pour enfin devenir l'être que nous sommes au plus profond de nous. Je vous propose ici une exploration inédite de nos mécanismes émotionnels pour une meilleure compréhension de nous-mêmes. Je me présente. Les émotions, c'est mon métier. Je suis accompagnatrice en évolution émotionnelle, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes à prendre conscience de leurs émotions et à les rééquilibrer. Les émotions, ça me connaît, pas seulement celles des autres, les miennes, nombreuses, variables, désespérantes, joyeuses et j'en passe. Dans ce podcast, j'aborde des sujets très communs, très terre-à-terre. Alors restez bien ancrés pour vous connecter à mon fil. Nous allons ensemble ouvrir la porte qui mène à la dimension émotionnelle de notre monde. Dans cet épisode, je vous propose d'explorer notre rapport au travail et de chercher à comprendre comment nos émotions vont nous influencer dans nos choix de vie en matière d'activité professionnelle. Comment pouvons-nous faire pour savoir ce que nous voulons? Sommes-nous vraiment libres de ces choix? Et nous nous interrogerons sur la paresse. Sommes-nous vraiment trop paresseux pour avoir envie de travailler? Comment s'en sortir lorsque l'on a perdu tout espoir en la société dans laquelle nous vivons? Après avoir été questionnés durant toute notre enfance sur ce que nous voulions faire plus tard, avec l'interrogation « Qu'aimerais-tu faire comme travail quand tu seras grand ou grande ?» nous laissant modeler notre avenir selon nos rêves d'enfants, laissant notre imagination courir dans des espaces toujours de plus en plus grands, embrassant des carrières de super-héros, de pompiers, d'infirmières ou de coiffeurs, de pilotes d'avion ou de navettes spatiales. Nous nous retrouvons à l'adolescence à devoir construire un projet professionnel, pressés de toutes parts de trouver notre voie et le plus rapidement possible. Nous sommes donc tous passés dans le bureau d'un ou d'une conseillère d'orientation dès le collège et avons tous feuilleté les brochures qui figuraient sur un tourniquet grinçant ou plus tard sur une plateforme numérique pleine d'images de personnes souriantes. Ce ou cette conseillère d'orientation nous a immanquablement demandé si nous avions une idée de ce que nous aimerions faire, suivi de la question fatidique concernant nos résultats scolaires. Parfois, nous avons pu constater de la réprobation par un souhait jugé trop ambitieux, ou au contraire par un souhait jugé trop peu ambitieux. À cela s'est ajoutée la pression de notre entourage, soit pour faire de longues études, soit pour travailler au plus tôt, ou bien les deux à la fois. Déjà, entre l'enfance et l'adolescence, s'est produit une faille spatio-temporelle. Puis, on fait comprendre aux jeunes adultes qu'il faut travailler, et coûte que coûte. Tu n'aimes pas ton travail? Et pourtant, tu devrais être bien content d'en avoir un. Travailler au fond, c'est quoi? C'est aussi participer au monde, avoir sa place. C'est souvent la première chose dont deux personnes qui se rencontrent discutent. Tu fais quoi dans la vie? Et ce travail, il obéit à des règles complexes, des codes, des lois. Et si l'on s'éloigne un peu, on a l'impression d'une fourmilière dont on ne comprendrait pas l'organisation. J'ai récemment écouté une interview d'Audrey Dussutour, entomologiste française spécialiste des fourmis et des organismes unicellulaires. Elle expliquait que, chez les fourmis, loin de l'idée que l'on s'en faisait, il n'y avait aucune structure ressemblant à une hiérarchie. En réalité, les fourmis coopèrent et trouvent leur place. Chacune semble vraie selon ce qui semble être un libre arbitre total. D'ailleurs, dans les fourmilières, il y a aussi des fourmis qui ne font rien, bien loin du modèle de fourmis laborieuses de La Fontaine. Audrey Dussutour nous explique qu'elles sont là, bien nourries, bien grasses, et qu'on les appelle si nécessaire. Et non, les autres ne sont pas là à bosser comme des rageuses en se demandant ce que les voisines inactives font pour mériter leur pitance. Mais alors d'où nous vient cette émotion de jugement? Pourquoi sommes-nous toujours à lorgner dans l'escarcelle de notre voisin, en évaluant ce qu'il ou elle fait ou ne fait pas, ce qu'il ou elle a en plus ou en moins, ce qu'il ou elle devrait faire? Souvent on entend dire « Oh, quel feignant, quelle feignante, il faut mettre les gens au travail ». Mais exactement de quoi parle-t-on là? Tiens, la flemme, cette émotion bien ennuyeuse. Car pour qui expérimente la flemme, ce n'est pas quelque chose d'agréable à vivre. Tout paraît compliqué, tout est un effort insurmontable. C'est cette sensation d'avoir des chiffons à la place des bras, ou même d'être une poupée de chiffon, sentir cette mollesse, l'absence de tout entrain. Avoir la flemme, ce n'est jamais un état que l'on choisit.
c'est une émotion que l'on vit malgré nous. Dans cette sensation de lourdeur, de pénibilité, nous savons qu'il n'y a aucun plaisir, aucun intérêt à la ressentir, et que c'est plutôt une punition, doublée d'un jugement négatif, émis par les autres, et par soi bien souvent. Bref, c'est le pactole en matière d'émotions négatives. Cela fait de nous des victimes en réalité, car nous ne choisissons pas les émotions que nous vivons. Elles sont telles que notre vie les a construites autour de nous. Ne pas vivre la flemme, vivre des émotions dans leur force, la motivation, la volonté, l'entrain, quelles que soient les circonstances, mais quelle chance pour les personnes qui incarnent cela. Bien heureuses soient-elles de pouvoir compter sur ces forces émotionnelles. Mais pourquoi sommes-nous émotionnellement différents? D'où cela nous vient-il? Rappelons-nous que les émotions sont une capacité, et donc qu'elles s'apprennent. Nous les apprenons tout au long de notre vie, de notre vécu, selon un schéma sans prédétermination, et surtout sans aucune conscience de ce qui opère en nous. Les émotions sont les oubliées de la science actuelle, et pourtant ce sont elles qui forment nos réactions, qui influencent bon nombre de nos décisions. Ce sont elles qui nous guident, dans l'ombre ou dans la lumière, chaque jour de notre vie. Elles qui nous font vivre l'enfer, ou au contraire le bonheur absolu. Ou bien encore un entre-deux, qui nous empêche un petit peu quand même de vivre la joie. Si nous avons de la chance, nous apprenons la persévérance, la patience, la motivation, la confiance, le courage et l'amour. Si nous sommes moins chanceux, nous apprenons le découragement, l'impatience, la résignation, la peur et la haine, sans oublier la paresse. Une autre émotion bien présente dans les esprits lorsqu'il s'agit de travail, c'est la culpabilité. Car travailler est très vite associé à « c'est bien » et ne pas travailler se retrouve estampillé de « c'est mal ». Rappelons-nous ce système de classification intérieure dont la vie nous dote au gré de notre éducation et qui se forge tout au long de notre vie. Nous jugeons les situations et les personnes selon un point de vue hérité et construit, qui n'est jamais exactement le même pour chacun de nous. On pourrait dire que chacun a sa propre vérité et qu'un consensus est impossible à trouver car nos références sont trop différentes. Ce jugement du bien et du mal nous empêche de passer à des actions qui pourraient réellement transformer notre monde, car nous campons sur nos positions. Nos émotions nous empêchent d'être lucides. Nous sommes aveuglés. Dans le travail, cet aveuglement prend la forme suivante. Nous pouvons facilement comprendre qu'être un travailleur qui en exploite d'autres, ou être un travailleur qui, par son activité, nuit à d'autres humains, sont des situations où l'on a envie de dire « c'est vraiment très mal ». Mais la façade est là. Il ou elle travaille. Ah, alors ça, c'est bien. Notre vision du monde est souvent superficielle. Nous savons très bien ignorer les profondeurs et nous jugeons les apparences. C'est notre besoin d'avoir des certitudes rassurantes. Nous sommes imprégnés de peur, conscientes ou inconscientes. Il nous faut en un seul coup d'œil pouvoir jauger les situations et les personnes et effectuer un classement et surtout être rassurés. Lorsque quelqu'un nous aborde avec le sourire, cela nous rassure toujours, même si derrière ce sourire se cache en réalité un escroc. Peu importe, la façade est là. En façade, le but principal du travail actuellement, c'est combler nos besoins primaires et secondaires, c'est-à-dire nous nourrir, nous soigner et nous loger, garantir notre sécurité et faire de nous des personnes indépendantes et heureuses si possible. Si l'on creuse un peu, nous nous rendons compte que le principal but, avant le but principal, que je viens d'énoncer, c'est d'enrichir les investisseurs, donc de faire un maximum d'argent. Si entendre cela nous froisse, c'est peut-être que nous craignons de lâcher des certitudes rassurantes, des croyances inébranlables, car avoir foi dans la société dans laquelle nous vivons, cela nous est essentiel pour nous sentir en sécurité. Et l'insécurité, c'est ce qui nous fait tous trembler, même s'il ne se passe rien la plupart du temps. Sans les investisseurs actuellement, les entreprises ne fonctionneraient pas, c'est ce que l'on entend, et il n'y aurait pas d'emploi. Cela a poussé les entreprises à imaginer toutes sortes de stratagèmes pour qu'une croissance financière puisse satisfaire les investisseurs, sans qu'il y ait de limite. Et la sentence la plus terrible qu'une entreprise puisse entendre, c'est « les investisseurs ne sont pas contents ». De fait, l'organisation du travail est entièrement pensée, organisée selon ce principe, réduisant le champ des possibles et les opportunités qui nous permettent de nous épanouir au travail. Car lorsque l'entreprise définit un objectif, nous sommes dans l'obligation de mettre tout en œuvre pour sa réalisation. Si nous ne le faisons pas, nous pourrions être menacés de perdre notre emploi.
car l'entreprise est un lieu qui échappe complètement à la notion de démocratie dans laquelle nous sommes censés vivre. Ah oui, cela veut dire que dans une démocratie, il existe des milieux très nombreux où la suprématie règne. C'est un peu cela. En haut de l'entreprise, un ou plusieurs chefs, à la solde des investisseurs, et en bas les travailleurs qui font allégeance. Cela nous fait peut-être doucement sourire, car on annonce fièrement « Mais non, tout va bien, car les travailleurs reçoivent un salaire quand même. » Ah oui, donc c'est cela que l'on appelle la servitude volontaire. Lorsque de notre plein gré, nous nous soumettons à quelqu'un ou à une organisation qui va tout décider pour nous, sans que nous ayons le droit de formuler notre opinion. Vous conviendrez que ne pas pouvoir donner son opinion relève d'un processus antidémocratique. Ah oui, mais c'est contre un salaire quand même. Bon bref, là on tourne en rond. Car effectivement, trop réfléchir nous mènerait certainement à vouloir quitter ce travail, et cela nous plongerait dans l'effroi de l'insécurité. Et l'histoire de l'humanité est toujours là pour nous rappeler des heures sombres, peuplées de ventres affamés et d'humains surexploités. D'un côté, certains êtres humains vivent l'une des périodes les plus confortables, le progrès absolu. Mais ce progrès n'est mesuré que technologiquement. Si nous devions le mesurer émotionnellement, alors nous pouvons remarquer que beaucoup d'entre nous sont malheureux, sans parler de la majorité des êtres humains qui vivent des heures très sombres. Le progrès émotionnel n'a pas eu lieu. L'être humain grandit technologiquement, mais émotionnellement il reste à un état primaire. Il a beau être débarrassé de son semblant de fourrure et se tenir bien droit en costume-cravate, ce n'est qu'une façade. À l'intérieur, un vent empreint de sombres émotions souffle en continu. On peut le constater tous les jours. L'être humain, lorsqu'il lui en est donné le pouvoir, fait vraiment n'importe quoi. Pour en revenir au travail, si nous n'arrivons pas à nous conformer à l'organisation du travail actuel, alors nous ne pourrons jamais nous adapter et risquons d'errer de travail en travail, cherchant notre place. On nous trouvera paresseux, démotivés, inefficaces, incapables, et au bout d'un certain temps, nous serons jugés inaptes. Cela sera vrai de fait, car nous pouvons ressentir un grand rejet et finir par nous dire que nous ne sommes vraiment pas faits pour travailler. Nous nous mettons à flirter avec le spectre de l'inactivité, la mise au rebut. Nous restons chez nous, terrés dans nos maisons, nos appartements, cherchant un sens à notre vie. Alors, nous irons à la NPE, à Pôle emploi, à France Travail, peut-être pour intégrer une entreprise et recevoir notre salaire, œuvrer pour participer à l'objectif de l'entreprise, permettre la production de masse de toutes sortes de produits ou de services en un temps réduit pour que les investisseurs soient contents. Alors, à France Travail, nous remarquerons peut-être qu'il nous faudrait un bon chausse-pied pour rentrer dans les souliers que l'on nous proposera, et parfois il nous semblera qu'il nous faudrait même nous couper 1 ou 2 orteils. Nous ressemblons de plus en plus aux belles sœurs de Cendrillon, des laiderons aux pieds trop grands pour espérer rentrer dans les pantoufles de verre, ces cases que l'on nous propose. Nous nous sentons comme de vilains petits canards. Et puis un beau jour, nous décrochons un entretien. Voyons, dites-moi, Madame Tartampion, quelles sont vos qualités? Oh, et citez-moi un de vos défauts. Et à propos, quelles sont vos motivations pour travailler sur ce poste de tri des déchets recyclables en 3-8? Ah, vous êtes écolo, j'en suis sûre. J'ai le flair pour connaître par avance les motivations des candidats. La société actuelle ne sait pas tirer le meilleur parti de nous-mêmes, parce qu'au fond, ce n'est pas nous, nos talents, nos habiletés qui l'intéressent, mais la manière dont nous pouvons nous insérer dans la machine, rentrer dans les cases pour maximiser les profits. Rarement le travail est taillé pour nous, alors il faut bien tailler l'humain pour le travail, faire rentrer des carrés dans des ronds, des triangles dans des rectangles. Ça fait mal? Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas le choix, et il vous faut bien un salaire pour vivre. La porte est grande ouverte si vous voulez partir, et demain 10 personnes se présenteront pour le poste. Pour tenir, il faut mettre de côté bon nombre de sentiments, et aussi nos rêves. Parfois, nous devons écraser quelques humains sur le passage, et nous greffer un œil derrière la tête, pour voir venir tous les couteaux que l'on voudrait nous planter dans le dos. Et là, tout d'un coup, nous nous sentons fiers d'avoir combattu sans foi ni loi et d'avoir vaincu. Nous rentrons nos crocs sanglants. Il ne faudrait pas qu'ils soient trop voyants. Nous cachons les liasses de billets grappillés par-ci par-là dans la doublure de notre veste et laissons les autres contempler notre image lisse et propre de travailleurs dignes et honnêtes qui, lui au moins,
ne profitent pas des indemnités chômage, à l'inverse de tous ces feignants qui vivent grassement sur le dos du système. Et si nous reprenions possession du monde du travail et que nous ouvrions la voie à une autre vocation en inventant un nouveau modèle, le nôtre, alors pour cela, nous aurons besoin d'y croire, d'avoir la foi à reconstruire cet être que le monde du travail a rejeté, comme un fruit mal calibré mais qui goûtait le paradis. Avoir la foi pour continuer à croire que nous pouvons avoir une influence sur notre travail dont nos vies dépendent, et pas seulement financièrement, mais de manière très globale en réalité. Construire un nouveau modèle pendant que l'ancien poursuit sa route désordonnée, tel un poulet dont on aurait coupé la tête. Il nous faudra dépasser nos peurs, dont la plus grande est que l'autre nous prenne notre place, et donc déconstruire ce qui a été profondément ancré dans nos cellules depuis notre enfance, qui a été enseigné, répété, valorisé, la compétition comme l'ultime modèle. Bien sûr, nous avons appris le respect de l'autre et la gentillesse envers l'autre, mais si on peut être devant l'autre, c'est quand même beaucoup mieux. Cette dissonance crée un monde extrêmement difficile à appréhender, car nous sommes sans cesse en train d'essayer de nous ajuster entre ce que nous devrions faire et qui nous devrions être pour entrer dans le système, souvent à l'inverse de qui nous sommes et de ce que nous avons envie de faire. L'organisation actuelle est un véritable rouleau compresseur qui détruit des vocations alors même qu'elles n'avaient pas encore éclos, qui range les humains selon des critères qui ne sauraient jamais être justes, tant notre être est multidimensionnel, complexe et riche à la fois. Le problème n'est pas le travail, le problème vient de son organisation, et plutôt que dessiner un modèle et ensuite prier pour que tant bien que mal toutes les pièces se mettent en place, par la force s'il le faut, ne devrions-nous pas regarder à l'inverse les forces qui composent notre société, c'est-à-dire les humains, et construire à partir de cela? Chacun serait invité à œuvrer dans son individualité pour un ensemble. Nous serions sans doute agréablement surpris de voir de quelle manière l'être humain s'est composé un modèle harmonieux lorsque la liberté lui est donnée de le faire. Car en réalité, nous le savons, lorsque nous lâchons prise et ne sommes plus dans le contrôle, alors la créativité peut émerger et l'on peut aboutir à des réalisations dépassant notre imagination. C'est cela la coopération entre les humains. Car soumettre l'être humain à un modèle, c'est détruire sa capacité créatrice, nier ses talents, éteindre son feu intérieur. C'est le rendre jaloux, désespéré, méfiant, stressé, malade, le réduire à son expression la plus froide et brutale, une force de travail. Mais on le voit bien, cette force de travail cherche par tous les moyens à se soustraire à sa condition, et on entend de plus en plus de situations où même elle vole, cherchant à compenser par n'importe quel moyen l'injustice ressentie. Et une fois que le pas est franchi, même si elle intègre un nouveau travail plus humain et reconnaissant envers elle, la force de travail continue à voler, car une fois que l'interdit est bravé, il devient banal de s'en moquer. Alors bien sûr que chacune reste responsable de ses actes, mais cela illustre aussi l'incapacité de la société à faire s'épanouir les humains qui la composent. Nous tendons vers l'uniformisation, l'appauvrissement de la diversité, rendant les humains interchangeables et déshumanisant notre société. Alors comment modifier cela? Changer notre rapport au travail, les idées que l'on se fait de ce que l'on devrait faire. Et si en tant qu'individu, nous pouvions faire notre place, celle qui nous correspond, et ainsi modifier peu à peu ce monde du travail. Et si le problème ne venait pas de nous, mais de notre manière émotionnelle de regarder les choses. Et si notre choix d'emploi venait de notre absence de sincérité vis-à-vis de nous-mêmes lorsque nous nous engageons dans cette voie. Si nous nous retrouvons dans un emploi par filiation, par habitude familiale, par prédestination sociale, par défaut, par excès, par peur de manquer, peur de l'humiliation ou peur de la dépendance, pour briller dans le regard des autres ou pour briller dans notre propre regard. Et si nos émotions étaient différentes de celles qui nous ont poussés dans la mauvaise direction, que ferions-nous réellement? En réalité, choisir le travail qui nous plaît, c'est nous choisir nous, choisir d'écouter notre voix et pas celle des autres, choisir d'avoir le plaisir de nous lever tous les matins, car ce qui nous attend, c'est ce qui nous fait vibrer. Nous lancer dans l'aventure humaine, car le travail est avant tout un espace de coopération, où nous apprenons à interagir avec l'autre, où nous rencontrons les autres, des personnes très différentes, que nous n'aurions sans doute jamais rencontrées sinon. C'est donc un endroit où nous pouvons partager, discuter, échanger autour du travail, autour de nous, sur le monde. Le travail est aussi un espace propice à la créativité. Et quel que soit le travail, cela est vrai, nous pouvons trouver 1000 exemples, la créativité se loge partout. Et nous pouvons la partager sur le lieu de notre travail.
Le travail, c'est aussi un lieu d'apprentissage de mille manières, du travail déjà en lui-même, de techniques de travail, de soi-même, en découvrant des facettes de nous-mêmes que nous n'aurions peut-être pas pu entrevoir, positives bien souvent. Et c'est aussi un lieu d'apprentissage par les erreurs que nous pouvons y faire et qui nous feront évoluer. Parfois, c'est cet espace bruyant ou bien très silencieux où nous nous retrouvons dans un état de concentration extrême, proche de la méditation, duquel nous ressortirons relaxés. À l'heure actuelle, dans ce monde du travail, il ne faut pas avoir peur d'être trahi, moqué, ignoré, invisibilisé. Il ne faut pas avoir peur de se sentir incapable, dépassé, débordé, épuisé. Il ne faut pas non plus avoir peur de manquer de reconnaissance, d'encouragement, de liens sociaux, de respect. Il ne faut pas avoir peur de s'exprimer, de poser des limites à nous-mêmes et aux autres, de protester, de nous affirmer. Alors comment pouvons-nous faire pour incarner ces forces émotionnelles qui nous permettraient de quitter France Travail victorieux, victorieuse, avec à nos pieds les pantoufles de Cendrillon, pour aller enfin intégrer ce monde du travail dont nous avons besoin et qui semble encore avoir besoin de nous? Cette société qui demande des travailleurs n'a pas su préparer ses propres enfants au monde qu'elle leur demande d'affronter et ne sait pas non plus leur proposer une place qui leur correspond. Nous vivons soi-disant une époque évoluée, mais qui ignore tout de l'émotionnel humain qui forme pourtant les fondations de notre être, ses murs et son toit, qui nous fait nous sentir en sécurité, confiants, confiantes, motivés et j'en passe, toutes ces qualités qui nous feront nous sentir bien et nous permettront de réaliser notre activité sereinement. Et si notre ambition était de trouver notre place, ni en haut de la pyramide ni en bas de celle-ci, mais notre place en tant qu'individu unique. Et si cette pyramide n'existait que par notre rapport émotionnel au monde du travail? À l'aube d'une ère nouvelle, les possibilités sont multiples, les défis à relever très grands, mais nous pouvons compter sur notre intelligence et notre créativité, et nous rappeler que nous ne sommes pas seuls à vouloir que les choses évoluent, et que la foi en notre avenir nous sera indispensable, car si nous n'y croyons pas, nous risquons de ne pas tout mettre en œuvre pour y arriver. Cela nous amène à nous diriger vers la fin de ce podcast. Et pour poursuivre notre objectif de décryptage émotionnel de notre rapport à la vie, nous porterons notre regard plus loin. Nous creuserons dans certaines des fondations de l'organisation de notre monde moderne dans le prochain épisode intitulé « Tuer le patriarcat ». Où nous irons évaluer l'impact de celui-ci sur nos rapports humains et chercher les endroits où il se cache. Car si nous sommes encore à l'âge de pierre du patriarcat, c'est peut-être aussi parce qu'il sommeille en chacune d'entre nous, prenant des formes et des visages différents, et que les émotions que nous vivons le réveillent bien trop souvent. Tuer le patriarcat, c'est aller aux racines de celui-ci, couper ses tentacules, comprendre tous les masques qu'il revêt pour mieux nous tromper, et enfin espérer lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Merci pour votre écoute, et pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner, et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker et à le partager. À très bientôt.